Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le lundi 23 juin 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le marché des cryptos, le marché trading, tous les marchés que vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'on a eu ces derniers jours? On a eu encore une fois pas mal de mouvements, on est dans une période où c'est un peu le chica bordel, il y en a un peu dans tous les sens, surtout au niveau des conflits géopolitiques, etc. Et au niveau des conflits de guerre qui se créent un peu dans tous les sens avec les différents pays. Malgré tout ça, malgré tous ces conflits, on a quand même des marchés, vous allez voir, qui résistent ultra bien, surtout sur les marchés traditionnels. Vous allez voir que les S&P, le Nasdaq, le VIX, l'indice de la peur, de la volatilité, ça ne bouge quasi pas. Et on a même l'impression qu'il n'y a rien qui se passe sur les marchés et que juste on continue une petite tendance haussière sans avoir aucun impact par rapport au conflit qu'on vit actuellement. C'était déjà le cas il y a une semaine. On a eu une amplification des conflits qui a augmenté en termes d'ampleur. Et malgré ça, on a quand même des marchés qui restent très stables et qui ne fluctuent pas par rapport à ces conflits-là. Donc ça, c'est étrange. On a quand même eu une petite claque là ce week-end qu'on s'est pris sur les cryptos. On a un BTC qui est revenu vers les 101 000. On est même allé chercher les 98 000. Donc on est quand même bien passé en dessous du ruban, vous allez voir, en daily. Et ça change pas mal de choses. Mais surtout, c'est les altcoins. Et rappelez-vous, dans les dernières vidéos, les dernières semaines, je vous disais que la crypto, l'actif le plus important à regarder, c'était ETH. Pour savoir si ou pas on allait continuer à break nos 2800 $ et lancer du coup avec Season. Et pour l'instant, il nous a fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a vraiment plongé en dessous carrément de son range des 2400 $. Donc ça l'a fait chuter rapidement parce que c'était une zone assez clé à tenir en tant que support. On est passé en dessous du ruban. Enfin bref, ETH, c'est complètement cassé la gueule. ETH BTC, c'est pareil, c'est catastrophique. Et on a du coup le Total 3, donc l'ensemble des altcoins qui sont mis à chuter aussi assez fort. Et la Bitcoin dominance qui malheureusement, ça fait des semaines qu'on l'a regardé. Le but c'était de venir soit en bas, soit en haut de son ancien plus bas pour savoir dans quel sens on allait partir pour cet été. Est-ce qu'on avait pu partir sur les altcoins ou sur BTC. Et du coup, ça a été le choix de BTC qui a été fait. On a Bitcoin dominance qui a réexplosé, nouveau plus haut sur BTC dominance. Et du coup, ça y est, c'est reparti pour une BTC Season. Bon, après, dans la chronologie du cycle, c'est pas étonnant non plus. On en avait pas mal parlé aussi que, en général, l'été, c'est assez calme. Du coup, quand c'est calme, c'est souvent Bitcoin qui a le lead. Et on mise plutôt sur une fin d'année bullish pour les altcoins, avec une altcoin season qui devrait plutôt arriver pour la fin d'année, octobre, novembre, décembre, avec les taux d'intérêt qui descendront à ce moment-là. En vrai, ça pourrait tout coïncider. Pour l'instant, ça va vraiment dans ce sens-là. Et du coup, plutôt, juin, fin juin, juillet, août, comme on a actuellement, plutôt une dominance de BTC sur les cryptos, quoi. Bon, malgré tout ça, vous allez voir sur BTC peut-être un petit trade à prendre à court terme. Alors la fois, j'étais rentré sur Ethereum, je me suis fait sortir, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donnait. Sur BTC, là, je ne suis pas encore rentré, mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'aimerais faire parce que il y a ce short squeeze toujours à aller chercher. Au niveau des 111 000 $, on a énormément de liquidation avec toujours des fundings très bas, donc beaucoup de gens qui shortent. Et surtout, on a un conflit qui a pas mal gonflé en fait en termes d'amplitude et qui pourrait clairement plus diminuer, qui pourrait plus se calmer en fait durant à court terme, durant les prochains jours, prochaines semaines, ce qui ferait que les marchés apprécieraient. Donc il y a beaucoup de conditions, beaucoup de choses à prendre en compte. Donc on va essayer de faire un peu le tour et vous montrer ce qui est vraiment essentiel, ce qu'il faut vraiment focus pour avoir les meilleures infos là au niveau du marché. Et ça commence bien sûr par le conflit. Juste se tenir au courant sur le conflit. Je vous l'expliquais dans la dernière vidéo que fallait faire gaffe avec Twitter parce que on était submergé d'informations dans tous les sens et qu'au final on n'avait pas vraiment tous les tenants et aboutissants de ce qui se jouait derrière comme conflit. Mais bon, c'est quand même intéressant de suivre. On a eu donc dans les grandes lignes, rappelez-vous, l'Israël qui a attaqué l'Iran qui rattaque Israël derrière, et on a Israël qui est un peu en position de faiblesse là par rapport à l'Iran au moment où ils se sont fait attaquer, et du coup on a un peu Israël qui sont venus aller demander aux US s'ils peuvent les aider. Les US, eux, leur but derrière, ils soutiennent complètement Israël parce que leur but c'est que l'Iran ne possède pas l'arme nucléaire, et donc pour ça ils ont lancé une attaque qui est complètement folle. Je crois que c'est une des premières fois où ça arrive, où ils ont lancé des types d'avions avec des types de missiles très précis pour en fait éliminer la cible des sites nucléaires. Et en fait, regardez ça, c'est fou, mais c'est des avions, les gars, mais c'est hallucinant. On dirait des ovnis, des trucs, avec des bombes, du coup, qui en fait viennent dans le sol et elles viennent se planter dans le sol et rentrer genre à 60 mètres de profondeur pour ensuite exploser. Et du coup, ça leur a permis à l'armée US de faire ça, de faire rentrer les bombes dans les sites nucléaires et pouvoir faire exploser les sites nucléaires. Donc c'est ce qui a été reporté. Ce qui est ouf avec ça, c'est que en fait Trump il dit bon allez ça y est, on vous a bombardé les sites nucléaires, mais non, on passe à la paix. Et en fait, oui, en une seule soirée, en fait, on sera passé d'une attaque militaire de la part
des US à la paix. Et le truc, c'est que voilà, c'est l'impression qu'il joue à un jeu, quoi, Trump, et que voilà, il est en mode vas-y, je vous attaque, et juste après, je dis vas-y, c'est bon, c'est la paix. Du coup, bah forcément, les Iraniens, enfin l'Iran, ils sont pas du tout d'accord avec ça, et ils ont dit une nuit d'ampleur du jamais vu auparavant approche, avertit les médias d'État iraniens. Alors j'ai l'impression, l'Iran, ils sont vraiment en mode vas-y, on va faire énormément de dégâts, faites attention, enfin il y a beaucoup de menaces. Mais bon, il y a des missiles, il y a des trucs derrière, mais c'est pas non plus autant que ce qu'ils prédisent par rapport à ce qui se passe réellement. Parce qu'en fait, je pense que l'Iran, ils ont vraiment un somme énorme que voilà qu'ils se fassent détruire leur site nucléaire. Et ils doivent avoir la haine, ça se voit comment ils mettent en place je sais pas le marketing, mais leur image. Ils doivent avoir une vraie haine contre Israël et même les US. Et malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas le suivi militaire derrière pour faire autant de dégâts que ce qu'ils voudraient. Par contre, ce qui peut commencer à un peu plus devenir chaud, c'est si l'Iran fait des deals avec d'autres pays. Et vous voyez, certains pays sont prêts à transférer des armes nucléaires à l'Iran. Et ça, c'est pas rassurant. Et du coup, on a eu un des ambassadeurs de l'Iran qui allait parler avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Et donc, on pourrait avoir une sorte de guerre froide comme on avait eu dans les années 60, 70, 80, où tu as les US avec les Russies qui s'affrontent avec des conflits un peu indirects. Mais bon, on est encore loin de ça. Pour l'instant, la Russie, voilà, ils sont juste en contact avec l'Iran pour parler de ça. Mais derrière, il n'y a rien de fait, rien de conclu de ce côté-là. Donc à voir, parce qu'en fait, on pourrait avoir la seule escalade dans ces conflits-là que je vois, c'est le fait que l'Iran arrive à se doter de plus d'armes et du coup faire plus d'attaques sur Israël ou même sur d'autres pays à côté qui peut être lié avec Israël. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Après, je vois très mal les US continuer à bombarder l'Iran parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça et Trump était plus en mode vas-y, mais non, on va commencer à niquer vos sites nucléaires, on fait la paix. Et par contre, Israël, eux, ouais, ont relancé, je crois, quelques missiles sur l'Iran. Et le truc, c'est qu'on peut toujours avoir cette escalade du côté de Israël qui continue à bombarder, que ce soit Palestine ou même l'Iran. Et par contre, ce qui peut être très, très désavantageux pour les marchés, si on regarde uniquement le focus des marchés, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz qui peut être validée. Et ça, en fait, ça peut être assez chiant pour les marchés parce que c'est un des passages les plus importants au monde pour le commerce du pétrole. Et en fait, si vous avez le commerce du pétrole qui commence à se dégringoler à cause de ce genre d'action, et ben en fait derrière tous les marchés en pâtissent forcément. Et en fait dans la suite de mon tweet là, j'ai vu, alors je sais pas exactement parce que j'ai vu que le Parlement iranien avait approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, mais derrière j'ai l'impression que ça n'a pas fait énormément de dégâts au niveau du marché. Enfin, les marchés n'ont pas forcément réagi par rapport à ça. On n'a pas eu pour l'instant d'impact sur les marchés, sur des conséquences derrière qui pouvaient suivre. Et ouais, c'est quand même 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole qui passe par cette voie. Et 20%, en fait, ça paraît peu, mais sur l'échelle mondiale, ça fait beaucoup et ça pose des problèmes pour l'économie et pour les marchés. Et pour l'instant, du coup, ce qu'il faut avec ça, c'est que vous voyez, les marchés ne réagissent pas, quoi. C'est hallucinant. Vous voyez, ça, c'était le 16 juin. Vous avez fait un tweet donc il y a une semaine en disant c'est quasi la troisième guerre mondiale. Et en fait, on a tous les marchés qui sont à TH. Vous voyez, les S&P, on avait le Nasdaq aussi qui était très haut, le BTC qui était pas trop mal aussi. On avait le VIX, donc l'indice de la peur et la volatilité, qui est assez bas, donc pas de problème de ce côté-là. Et en fait, là, si on met à jour le tweet à aujourd'hui, sur une semaine après, avec des conflits qui ont quand même continué à augmenter, qui ont continué à s'intensifier, et ben en fait, on se retrouve très tranquille. Et malgré la petite claque qu'on s'est pris là sur les derniers jours au niveau des cryptos, au niveau des marchés traditionnels, ça bouge pas, quoi. Et des marchés qui restent verts malgré une situation aussi tendue, c'est plutôt bon signe, surtout pour la suite que quand les conflits commenceront à se calmer. Et ça, en fait, c'est toujours pareil. Quand vous avez des conflits qui arrivent, le marché anticipe, et du coup, il va corriger très fort. Et dès qu'on a une petite lumière, on voit un peu au loin que ça commence à aller un peu mieux au niveau des conflits, pareil, le marché l'anticipe à la hausse. Et ce qui est fou, c'est que là, du coup, on a eu pas mal de tensions quand même assez fortes. Les marchés n'ont pas réagi à ça. Et en fait, ils pourraient réagir encore plus à la hausse sur un retour calme du conflit, quoi. Parce que c'est toujours pareil, quand vous avez un marché qui reste haussier alors que tu as des mauvaises news, c'est en général plutôt bullish. Et inversement, quand vous avez un marché qui continue de chuter alors que tu as des bonnes news, c'est en général très bearish et c'est sa tendance qui suit ça, quoi. Bon, derrière, on a eu la macro US qui est tombée. Alors, c'est pas les chiffres qu'on attendait le plus, mais ils sont quand même intéressants à regarder. Donc, en fait, en gros, on a l'inflation qui continue de baisser doucement, mais on reste au-dessus de la target des 2% de la Fed, parce que la Fed, elle vise 2% d'inflation, et pour l'instant, on est encore au-dessus, même si ça continue de baisser au niveau de l'inflation. La Fed, du coup, préfère rester prudente et a rappelé que les mauvais chiffres du GDP sur le Q1, qu'ils attribuent d'ailleurs aux taxes douanières que Trump avait mis en place. Donc on a quand même toujours un peu cet impact-là des taxes douanières qui a un peu un temps de latence, mais qui impacte
indirectement pas mal d'aspects de l'économie que du coup la Fed regarde pour l'inflation et ses taux d'intérêt. Et dernier point qui est assez important, c'est par rapport aux taux d'intérêt, du coup, ils revoient également leur objectif sur les taux qui remontent à 4% pour 2024, ce qui ne laisse de place qu'à une seule baisse pour cette année si rien ne bouge. C'est-à-dire que de base, on était plutôt entre éventuellement une ou deux baisses durant l'année qui pouvaient se faire des taux d'intérêt. Et là, du coup, ils sont pour l'instant, alors ça peut changer, mais pour l'instant, c'est validé pour une seule baisse durant 2025 qui pourrait se faire au niveau des taux d'intérêt. Bon, et au niveau du coup des stats, on a la vente au détail donc, qui est dans les prévisions qui étaient données. On a les permis de construire, pareil, qui sont bons. On a l'inscription au chômage qui est, je pense, le plus important de ces trois datas-là, qui là aussi sont bons au niveau inscription au chômage et chômage continuel. Et pour du coup les taux d'intérêt, ça n'a pas bougé. On est toujours sur le 4,25 à 4,5%. Et le prochain FOMC, sera pour le 30 juillet. Là, pareil, on risque de ne pas bouger. On a, seulement 8% de chances d'avoir une baisse de taux d'intérêt et 91% de chances qu'on reste sur le même taux d'intérêt. Et par contre, ce sera plus pour septembre, vous voyez, où on est avec 64% de chances d'avoir une baisse des taux d'intérêt. Donc voilà, c'est vraiment pour septembre où on aura, je pense, un mouvement de ce côté-là. Et ça va très bien, ça va très bien avec le fait qu'on ait un été calme et que l'été se passe tranquillement avant d'arriver vers la fin d'année où là, en général, c'est plus, il y a plus de mouvement. Bon, au niveau des marchés, du coup, ETH, je vous expliquais tout à l'heure en intro, c'est complètement catastrophique parce que, vous voyez, ETH, on avait... Ça, c'est horrible, mais je sais souvent, quand vous avez un range comme ça, en fait, on va venir gratter le haut du range, ensuite, boum, chute complètement. Ou inversement, on va gratter le bas du range, ensuite, bam, péter vers le haut. Et c'est des beaux pièges, de bull trap, bear trap, etc. Et là, le truc, c'est qu'on avait ce range-là qui était parfait. Vous voyez, on vient break les 2008, donc c'est nickel. Malheureusement, il y a aussi mauvais timing, la guerre en Iran, etc., qui arrive à ce moment-là. Du coup, on se fait éclater. Et ce qui est dramatique dans ça, c'est pas le fait qu'on fasse un fake break ici des 2008, mais c'est surtout qu'on ne tienne pas ce range-là. Et là, le fait qu'on casse ce niveau-là, on passe au-dessus du ruban en daily, donc on change de tendance. Et en plus de ça, on casse ce niveau essentiel de 2004 qui nous permettait de nous maintenir face à BTC. Et du coup, le fait de chuter en dessous de ce point vraiment pivot pour ETH, on se retrouve, vous voyez, sur ETH BTC, à pareil, faire un plus bas. Et donc, là aussi, c'est très mauvais parce qu'on avait enfin ETH qui tenait face à BTC. Et là, du coup, c'est en train de s'inverser. Et surtout, vous voyez, la Bitcoin dominance, regardez ça, BTC dominance, on était entre les deux. Soit, je vous parlais du fait que on faisait un plus bas, hop, on partait avec le season, soit on faisait un plus haut, et là, on était reparti pour une Bitcoin season pour l'été. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et là, du coup, on est en train de péter 65% pour faire du coup un nouvel ETH, aller encore plus haut au niveau de la Bitcoin dominance, et donc, logiquement, partir sur un Bitcoin qui va continuer à dominer le marché pour tout l'été. Au niveau du Total 3, c'est assez catastrophique aussi. Vous voyez, on s'est bien pété la gueule. Si on regarde du côté de BTC, vous voyez, on commence à passer en dessous du ruban aussi. On allait chercher 98 000 $. Et vous voyez, juste sur les 4 premières heures, on a commencé à baisser. On allait chercher quand même 435 millions de $ de liquidation. Et sur les 24 heures, je pense qu'on a bien tapé 1 milliard $ au total. Et si on prend un peu plus à court terme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de zones de liquidation, vous voyez, vers les 111 000 $, avec les fundings qui restent toujours aussi bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui shortent. Et BTC en lui-même, vous voyez, au niveau de son graphique, on est en dessous du ruban en daily, on a clôture en dessous, donc ça c'est fait. Et par contre, vous voyez, on est pile entre donc l'ATH des 111 000 et le point pivot des 92 000 qui est l'ancien point bas du range. Donc c'est assez complexe une situation parce qu'en fait on est entre les deux et à la fois on peut revenir à l'eau ou aussi descendre. C'est toujours plus compliqué parce qu'en fait quand tu es sur une zone point pivot comme ça, tu as beaucoup plus de facilité à longue pour aller chercher le haut. Inversement, quand tu es vers le haut, tu as beaucoup plus de réticence en fait à rentrer en longue sur juste avant une résistance parce que tu peux revenir en bas. Mais quand tu es au milieu, en fait tu as un peu les deux qui peuvent se jouer. Après derrière, ce que j'explique, c'est que malgré toutes les infos et les conflits, je pense que on a plus de chances que la situation se calme plutôt qu'elle s'envenime davantage. Du coup, de ce constat-là, je me dis que ça peut valoir le coup de tester un petit long sur BTC, vous voyez, avec un stop loss très serré, vous voyez, juste en dessous des 98 000, là en dessous du plus bas, une petite entrée ici vers les 120 000 $ et des take profits vers les 108 000 et 111 000 $ pour aller chercher liquidation. Et du coup, aller chercher ce short squeeze là que je vous parle depuis plus d'une semaine. Et justement, en parlant du short squeeze, vous voyez là sur les zones de liquidation, c'est affolant, mais sur les 111 000 $, regardez, c'est abusé. Tous les petits carrés, là, on a 200 millions, 200 millions, 200 millions, 200 millions. On a plus d'1 milliard de $ de liquidation à aller chercher sur les 111 000. Et du coup, on peut former un short squeeze pour aller chercher ce niveau qui peut être assez impressionnant. En prenant en compte que, regardez les fundings, on a 0,0001. On est quasiment dans le négatif. C'est-à-dire que c'est possible, là, durant les 24 prochaines heures, qu'il y ait des moments où on passe en négatif. C'est-à-dire qu'on a plus de gens qui shortent qui longuent le marché. Donc c'est super bullish pour un short squeeze, parce qu'en fait, si on a beaucoup de shorters, donc beaucoup de gens qui shortent et qu'on a beaucoup de liquidation de short à aller chercher, donc le marché va avoir tendance à monter pour aller liquider ces shorts et former le short squeeze. Malheureusement, ça c'est en théorie. En concret, il y a tous les conflits à prendre en compte, la macro à prendre en compte.
Et la corrélation aussi avec les marchés traditionnels. Pour l'instant, les marchés traditionnels se déroulent bien. On n'a pas de, même avec l'ouverture aujourd'hui de la semaine, lundi, on n'a pas eu de surprise. Les marchés traditionnels continuent à être plutôt haussiers. Donc là-dessus, on est bon. Au niveau du conflit, moi, ce qui me fait peur, c'est une escalade en fait du conflit, mais je vois pas trop ce qu'on pourrait avoir de plus. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir Israël qui continue de bombarder Iran ou Palestine. Voilà, l'Iran, ils n'ont pas forcément d'armes militaires supplémentaires pour faire plus de dégâts que ce qu'ils ont déjà fait, j'ai l'impression. Sauf si après, voilà, on a la Russie ou d'autres pays qui commencent à prêter des armes nucléaires à l'Iran. Et du coup, je pense que on va plus aller vers une désescalade du conflit à court terme que dans une surenchère là, parce que je vois pas d'autres, enfin, ce qui pourrait avoir de plus grave que ce qu'on a eu. Et du coup, forcément, bah, quand tu as une désescalade du conflit, bah, les marchés, eux, ils apprécient plus. Et vu que les marchés étaient déjà bien verts quand même, enfin, qui n'ont pas trop corrigé, quoi, ils n'ont pas trop subi cette baisse, et ben, c'est plutôt voilà, bullish comme signal. C'est plutôt quelque chose qui montre que le marché est fort et que le marché est très haussier pour qu'il y ait des aussi mauvaises news et que ça ne fasse pas dump le marché. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, vous voyez, les taxes douanières qu'on a eu par exemple avec Trump étaient beaucoup plus impactants que le conflit là qu'on a et qui oppose quand même pas mal de pays contre, quoi. Donc bref, à voir aussi si la fermeture là, du canal, ça peut provoquer plus de dégâts économiques derrière, si ça peut engendrer une baisse sur les marchés, ça aussi ça peut être intéressant. Moi sinon, ouais, sur la data, vous voyez, beaucoup de liquidations à aller chercher, les funding RSA mais ultra bas. On a l'open interest, c'est pareil, l'open interest, il s'est bien calmé l'open interest parce qu'il était quand même assez haut. Donc je vous rappelle, l'open interest, c'est le nombre de positions totales qui est mis en dérivé donc sur les marchés futurs, sur BTC, en levier, en trade, etc. Et ouais, donc ça a bien corrigé. Mais le pire, c'est sur ETH. ETH, on s'est pris une claque. Et ça va avec la baisse en fait qu'on a eue, hein, tout simplement. Vous voyez, on a complètement chuté. On a eu énormément de positions qui se sont fait enlever sur ETH, ce qui est aussi une bonne chose par ailleurs, parce que ça veut dire qu'on a eu un gros nettoyage qui a été fait. Même si vous allez voir au niveau graphique, on va y passer là sur ETH, mais avant on va passer BTC, vous allez voir qu'au niveau graphique, ETH est bien pire que BTC. BTC, le seul gros problème que je vois personnellement, c'est ce ruban. Là, c'est le fait qu'on passe en dessous. Et rappelez-vous, en fait, je vous avais dit ça, un peu en mode, bon, vas-y, j'aimerais pas trop que ça se passe, mais c'était faisable. Et au final, à chaque fois, on fait la même chose. À chaque fois, on fait la même chose, où, vous voyez, on vient en fait casser le ruban et on est clairement au-dessus tout le long. Et puis, quand on commence à s'enfoncer dedans, on y va progressivement jusqu'à passer en dessous. Et là, ensuite, voilà, on part sur un moment un peu chiant où on range et on fait que passer en dessous au-dessus. Puis dès qu'on repasse au-dessus et que on relance la dynamique haussière, vous voyez, on est largement au-dessus du ruban. Puis dès qu'on revient un peu s'incruster dedans, bah, petit à petit, on vient le gratter, on passe en dessous. Et après, là, ça dure pareil, période de range où c'est un peu chiant. Et puis pareil, dès qu'on repasse au-dessus là, ouais, on est largement au-dessus. Et là, on commence à rentrer dedans. Et du coup, ça n'a pas loupé derrière. Voilà, au lieu de venir s'appuyer puis pour remonter, bah, en fait, on vient percer dedans. Et là, en fait, ce qui est un peu dramatique avec ce ruban, c'est que du coup, on peut très bien à court terme, vous voyez, et moi, c'est ce que je vise, aller chercher une petite liquidation au-dessus, avec les fundings qui sont assez bas, les liquidations qui y a à ce niveau-là, et la désescalade du conflit. Mais derrière aussi, il n'empêche que juste au niveau graphique, vous voyez, quand on a le ruban comme ça, qu'on passe en dessous, et éventuellement on revient le tester, et ouais, il vient nous appuyer comme ça avec lancé rejeté, c'est plutôt pour aller ici. Et du coup, c'est toujours compliqué, en fait, cette période-là où tu es entre voilà, un plus haut ici et entre un point pivot bas qui est ici, c'est que les deux sont à proximité, les deux sont faisables à aller chercher. Même si pour l'instant les données nous donnent plus d'avantages à aller à la hausse par rapport au funding bas, par rapport aux liquidations au niveau de la hausse, c'est vrai qu'avec le conflit, tu sais jamais dans quel sens ça peut partir et ça, on peut rapidement aussi aller chercher les 92. Après, le truc à prendre en compte aussi, c'est que les gars, on est en juin, on est fin juin. Et donc là, on a tout l'été, on a juillet-août, où juillet-août, en général, l'été, ouais, c'est assez calme. Et du coup, il y a pas mal de chances qu'en fait, on puisse naviguer entre les 92 000 et puis la TH durant tout l'été. Et que ce soit uniquement vers la fin d'été, vers septembre, qu'on casse enfin cette TH et qu'on relance la dynamique haussière avec les altcoins derrière. Bon, forcément, ce qui est hyper important à regarder, c'est la Bitcoin dominance. Ouais, Bitcoin dominance, bah, on l'a littéralement explosé. Ce que regardez, donc on avait eu cette chute-là au niveau de mai qui était vraiment avantageux pour les altcoins. Et en fait, quand vous avez donc la Bitcoin dominance qui monte et qui chute d'un coup, pour savoir si ou pas c'est le début de l'alco season, simplement, il faut voir où se situe le rebond. Si vous avez un rebond qui s'arrête ici, qui commence à replonger, qui fait un plus bas, là, vous pouvez être sûr que c'est l'alco season, et là, c'est super intéressant de focus ces altcoins. Inversement, si vous voyez que voilà, on continue de rebondir et on va chercher le plus haut, bah là, après, ça repart en Bitcoin season, et l'alco season, c'est pas pour tout de suite. Et du coup, là, c'est ce scénario-là qui s'est passé. Malheureusement, on n'est pas allé chercher ce plus bas-là, donc on n'a pas pu lancer une alco season ici. Et c'est dommage parce que ça aurait pu coïncider, comme je ne l'avais pas l'expliquer, avec le point pivot du Total 3, avec aussi le break d'Ethereum sur les 3000 $. Donc il y avait pas mal de choses qui pouvaient aller. Mais malheureusement, on a fait le choix inverse. On est revenu donc chercher le plus haut qu'on a ici. Et donc là, forcément, on fait un plus haut. Ce qui est très probable et ce qu'on risque de faire, un peu comme on fait à chaque fois, vous voyez qu'on fait un plus haut ici. En fait, on repart dans une dynamique haussière. Ouais, c'est toujours la même chose. Vous pouvez regarder là depuis le bull run. À chaque fois qu'on fait le plus haut, c'est toujours pareil. En fait, après, on repart dans une dynamique haussière qui n'est pas hyper forte, mais qui est quand même haussière.
Et du coup, au final, ce qu'on risque d'avoir, bah, c'est hop, ça continue de ce côté-là, on continue de monter progressivement. Et puis, au bout d'un moment, vers peut-être, je sais pas, septembre, je parle beaucoup de septembre, mais peut-être vers la fin d'année, je sais pas à quel moment, et ben, on aura enfin voilà, un retournement qui va se faire. Et là, bam, on va se retourner assez fort, un peu comme on a eu ici. Et là, de nouveau, on sera dans le truc de est-ce que ou pas on part d'un season avec un plus bas, ou est-ce qu'on repart d'une pick season. Là, par contre, cette fois-ci, on aura plus de chances de former une season. Et si là, on voit que, bam, on casse ça, là, il faudra se positionner fort sur les altcoins, parce que derrière, on risque d'avoir un inversement de liquidité qui va être assez balèze. Bon, et du coup, ça se voit aussi sur Total 3. Vous voyez, Total 3, les altcoins, ils prennent tarif. C'est-à-dire que là, les altcoins, ils sont au même niveau que avril, que le 22 avril. Alors que BTC, vous voyez, son niveau de avril, pour donner un peu la comparaison, on était ici. C'est-à-dire que BTC, il est ici, alors que les altcoins, eux, ils sont là. Donc c'est comme si la BTC, il avait chuté à 85 000 $. C'est comme si on était à 85 000 $ actuellement par rapport, si on le compare par exemple par rapport aux altcoins. Donc on n'est pas du tout dans le même registre quoi, entre les altcoins et BTC. Et moi je le vois, de toute façon, mes bags sur les altcoins, ils fondent comme neige au soleil, c'est une dinguerie. J'en ai quand même quelques-uns qui s'en tirent plutôt bien, mais la plupart, c'est pas ouf, quoi. C'est très compliqué. Et tout simplement, il y a juste à regarder ETH. Lui, c'est vraiment la boussole. C'est vraiment le guide pour les altcoins. Ouais, le break qu'on a eu ici, il aurait vraiment pu lancer quelques season avec un point bas sur Bitcoin Dominance, avec le Total 3 qui break son point pivot. Voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas. On est venu complètement casser à l'inverse le bas du range qu'on avait ici. Malheureusement, ce point était vraiment important parce que ouais, c'était ce qui faisait tenir Ethereum et ce qui lui permettait de tenir sa dominance face à BTC et face au reste du marché. Et là, le fait de casser ça, bah, forcément, c'est très bearish. Derrière, en plus de ça, bah oui, c'était pile le bas du ruban, donc on passe pile en dessous du ruban. Ce qui va sûrement se passer durant les prochains jours, c'est qu'on risque de rebondir, revenir sur le ruban. Et là, en fait, on sera de nouveau à un point hyper important où soit on se fait rejeter et là, du coup, on va faire un plus bas et on va aller chercher encore plus profond. Et du coup, ben, ce sera pour septembre-octobre. Soit on arrive à repasser au-dessus. Et là, en fait, on suit plus ou moins BTC. Mais avec toujours voilà, une petite différence qui fait que BTC garde l'avantage de la dominance, quoi. Et on le voit du coup très bien avec ETH-BTC. Où vous voyez, malheureusement, pareil, on passe en dessous. Et ça, c'est vraiment pas ouf. Parce que je vous l'avais pas mal répété. Mais en gros, ce qui était très bien avec ce mouvement qu'on avait ici, c'est que pour la première fois, on n'avait pas un mouvement qui, ça pump, et puis dans les jours qui suivent, paf, ça dump. Vous voyez, ça dump, et paf, ça dump, etc. Même si parfois, on tenait quelques jours, direct après, bam, ça dump, paf, ça dump. Et c'était que ça, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Et là, c'était vraiment la première fois qu'on avait une hausse suivie d'un range. Et de pas seulement quelques jours, mais de plusieurs semaines, de plus d'un mois. C'était la première fois qu'on avait ça. Donc c'était super encourageant. Et malheureusement, là, le fait de casser, en fait, ça récupère la dynamique baissière qu'on avait ici, où on revient dans le THBTC qui est toujours en tendance baissière. Après, à voir, parce que voilà, ce graphique-là, le THBTC, il est vraiment sur du long terme. Ouais, c'est sur une tendance qu'on a depuis août 2022. Donc, c'est le retournement d'une tendance comme ça. Ça ne se fait pas en quelques semaines ou sur une bougie comme ça. Daily, là, on est toujours sur un rebond qui est quand même assez significatif. En fait, ça se voit clairement. Où là, à chaque fois, on avait des rebonds, mais directement, les semaines qui suivaient, c'était ravalé. Là, on a quand même réussi à tenir quelques semaines. Derrière, pour l'instant, on a une bougie rouge qui est pas ouf, surtout en daily, mais en weekly, on est toujours dans ce rebond-là et voilà, dans l'optique de faire le retournement de tendance de ETH face à BTC. Derrière, ce qui serait vraiment dramatique pour ETH, c'est faire un plus bas par rapport à ça. En fait, si là, on vient faire un plus bas comme ça, bah hop, on est reparti pour une tendance clairement baissière pour Ethereum face à BTC. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, en daily, c'est plus complexe. Là, à court terme, on prend tarif sur Ethereum. Après, en weekly, ça reste encore assez correct. J'ai oublié quelque chose d'ailleurs sur BTC qui est intéressant à court terme, c'est le gap. Ouais, on a un gap CME à aller chercher qui s'est créé du coup dans la nuit, enfin dans le week-end. Et c'est un gap CME qui est quand même assez large. Ouais, on le voit bien en une heure qui part d'ici à ici. Donc pour aller combler, il faut qu'on atteigne les 103 625 $. Et c'est pour ça que là, jouer un petit long sur BTC, ce que je pense mettre après la vidéo, genre un petit long ici avec mon stop loss très serré au 98 000 et mon TP un peu plus haut, donc un premier à 108 et ensuite à 111, ça peut être intéressant à jouer. Vous voyez, il y a un beau risque-reward à aller prendre. Là, ça ferait à peu près du 3,3%, puis vers les 111, vers la liquidation, ça ferait quasi du 5. Donc, ça veut dire que je perds 1 de ratio pour gagner 5. Après, ça reste très très risqué parce que tu as tous les conflits et les news là en flux tendu qui tombent à n'importe quel moment. D'ailleurs, au passage, j'avais dans la dernière vidéo, j'avais parlé du petit trade là que j'ai lancé sur Ethereum. Bon, vous en doutez, je me suis fait sortir. C'est dommage parce qu'en fait, on était, je visais, on était sur ce niveau-là. Je visais hop le stop loss ici et le but c'était de revenir en haut du range. Et c'est un peu ce qu'on avait fait tout le long ici. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. On a complètement venu plonger et du coup, je me suis fait sortir à ce moment-là. Et pour l'instant, pas facile. Franchement, le marché là, moi j'ai eu pas mal d'enchaînement de stop loss. Après voilà, je garde du capital de côté en trading parce que là on n'est pas forcément dans les meilleurs moments je trouve
Pour trader, du coup, je suis plus sur des mises en place de capital, sur les capitales de chaque trade que je lance qui sont pas énormes. Et pour plus mettre, en fait, j'attends plus le réveil des altcoins ou un atterrissage du côté BTC. Et tant qu'on n'a pas ça, moi, je vais pas me risquer à mettre trop sur ce genre de trade, surtout pendant l'été. Bon, bah voilà un peu pour le topo des marchés. Rapidement, tiens, il y a les S&P, le Nasdaq, regardez ça. On a l'impression qu'ils connaissent pas on dirait pas qu'il y a de guerre, en fait, c'est ouf, parce qu'on est juste sur une continuation haussière qui est assez classique. Ouais. S&P, Nasdaq, on a même aujourd'hui, ça a ouvert à la hausse. Et le VIX, pareil, ouais, le VIX, on est vraiment sur des points, ouais, 21, on est vraiment sur des points qui sont historiquement bas, quoi. Enfin, on est sur un point qui est normal, quoi. C'est là où on est la plupart du temps quand il n'y a pas de problème. Et par contre, vous voyez, les gros pics qu'on a eu ici, c'était les taxes douanières de Trump. Ça, c'était juillet 2024, je ne me souviens plus ce qu'il y a eu, mais il doit y avoir une grosse dinguerie. Et là, oui, par exemple, c'est le Covid. Mais sinon, tout le reste du temps, vous voyez, on a des petits pics, quand on a des petites news, mais on n'a jamais des énormes pics comme ça parce que on n'a pas de peur, on n'a pas de crainte au niveau du marché à court terme quand il n'y a pas des grosses news qui tombent. Mais là, vu que c'est quand même des gros conflits, il y a pas mal de choses qui s'y jouent. Ça m'étonne assez qu'on soit aussi bas au niveau du VIX. Mais ce qui est une bonne chose, parce que ça veut dire que les marchés sont très résistants face à ces news-là, face à ces conflits-là, et que du coup, si ça va dans le sens de calmer en fait ces conflits-là, bah, les marchés ils vont encore plus s'apprécier. En fait, ce que je trouve dur dans ce marché, c'est qu'on s'aperçoit que les marchés traditionnels se portent bien. Le Bitcoin se porte très très bien. Franchement, Bitcoin, là, il nous fait un bull run incroyable, et il n'y a même pas tant de... Enfin, il y a des pièges, mais il n'y a même pas tant de pièges que ça comparé aux autres bull runs que j'ai connus. Et je le trouve qui construit une tendance haussière qui est juste parfaite. Et en fait, le seul problème, c'est les altcoins, quoi. Les altcoins, là, c'est une catastrophe complète. Et en fait, la majorité des gens, dont moi, on est sur les altcoins. Et du coup, au final, c'est très frustrant parce que tu vois un peu tous les marchés principaux monter et nos bacs d'altcoins qui est assez conséquent, en fait, ne rien faire du tout, quoi. Mais bon, toujours pareil, les altcoins, rappelez-vous, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu as des performances de fou furieux, tu as des performances de folie, mais sur un très court laps de temps. Et pour l'instant, vous voyez, ce très court laps de temps sur les coins, il n'est pas encore arrivé. Et je reste persuadé qu'il arrivera durant ce bull run. Il faut juste être patient et attendre au minimum la fin de l'année. Allez, je finis avec le commentaire du jour de NeoBiz qui me dit: pour info, bro, la DSA a signalé ta vidéo. Oh non, sûrement à cause de la pub pour ta CB sans KYC. Welcome ex-URSS. Alors, la DSA, les gars, je sais pas ce que c'est. Mais en gros, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'une carte. J'ai parlé d'une carte que vous pouvez utiliser. En gros, vous envoyez des cryptos dessus et vous pouvez dépenser avec Apple Pay en euros, en fait. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est sans KYC. Et donc, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos cryptos sans que... Vous pouvez dépenser vos cryptos comme vous voulez sans qu'il y ait un lien avec votre identité vu que c'est sans KYC. Et du coup, j'ai montré ça dans la vidéo. Et en fait, je vous ai mis mon lien avec le moment où je vous passe ça. Et sauf que j'ai vu ce commentaire, j'ai juste vu les 3 lettres DSA, je sais pas ce que c'est, je me suis chié dessus, du coup j'ai enlevé la vidéo direct, enfin j'ai enlevé le passage de la vidéo avec le lien. Donc désolé, je peux pas vous partager ça parce que j'ai pas envie de prendre de risques, je sais pas qui est la DSA, mais ça me fait assez peur, du coup je préfère enlever et rien dire. Mais bon, si vous cherchez de votre côté, par vous-même, je pense que vous pouvez trouver ce que j'expliquais dans la vidéo. Bon allez, fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous tiendrai au courant là sur mon trade que je vais mettre mon petit long sur BTC. Qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je rentre pas, etc. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. Si vous avez des infos à ajouter par rapport au conflit que j'ai loupé, que j'ai erroné, n'hésitez pas à dire parce que c'est pas du tout là où j'ai mon expertise. Et du coup, si vous avez un peu plus d'expertise là-dedans, n'hésitez pas à le dire et à donner des infos. Sinon, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à plus. Ciao!